Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour cette table ronde spéciale coopérative agricole et agroalimentaire qui est organisée par Uniagro et le club professionnel agro-dirigeant. On va parler ce soir des spécificités, des missions et des contrats des cadres dirigeants dans la coopération agricole. Et pour cela, on accueille Julie Demey, qui est Agro Paris 93 et qui est déléguée générale de DIRCA, et Benjamin Top, qui est administrateur de DIRCA et directeur général de la coopérative Agro-Pithiviers. Quelques mots sur Uniagro. Uniagro, c'est la fédération qui réunit l'ensemble des associations d'alumni d'AgroParisTech, d'AgroCampus Ouest, de l'ENSAIA Nancy, de l'ENSA Toulouse, de Montpellier Supagro, d'AgroSup Dijon et de Bordeaux Sciences Agro. Et le club agro-dirigeant est un club professionnel qui réunit les agros qui ont plus de 15 ans d'expérience et qui ont des expériences de management dans différentes fonctions. À ce sujet, je vous rappelle que nous vivons grâce à vos cotisations et que n'oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l'année 2022 sur le lien qui apparaîtra à l'écran. Merci. Voilà, pour vous donner quelques éléments sur l'organisation de cette soirée, on va fonctionner en 3 temps. D'abord, on va vous présenter une vidéo sur ce qu'est la coopération agricole, la place de la coopération agricole dans le monde agricole et agroalimentaire aujourd'hui. Puis, Julie et Benjamin interviendront et vous feront une présentation. Et vous pourrez poser vos questions via le chat au cours de leurs interventions. Et dans un 3e temps, on aura un temps d'échange en direct et vous pourrez vous connecter au numéro de téléphone qui apparaît pour intervenir en direct dans la table ronde. Voilà, écoute, Nicolas, merci pour le lancement de la vidéo sur la coopération agricole. On peut démarrer. C'est évident qu'avec le titre Évolution-Révolution, c'est important d'abord de poser le sujet, c'est-à-dire de quelles entreprises on parle et de quoi est-ce qu'on parle. Alors peut-être en premier lieu, les coopératives, elles ne sont pas nées d'une théorie ou d'un cerveau, d'un savant. Elles sont nées de la vie pratique et des besoins effectifs d'agriculteurs. En l'occurrence, il faut être au moins 7 agriculteurs pour pouvoir constituer une coopérative. Quand on regarde la définition, je vais reprendre une définition assez littérale et je pense que c'est intéressant de s'attacher dessus. C'est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire des besoins qui sont communs, économiques, sociaux et culturels, au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et la gouvernance, le pouvoir exercé démocratiquement. Ça, c'est la définition de base. Ce sont les fondamentaux d'une coopérative, qu'elle soit agricole ou pas d'ailleurs, c'est la même chose, et donc avec des valeurs et des principes qui sont ancrés et qui, je dirais, gouvernent et dirigent l'existence même de ces entreprises. Alors peut-être c'est un peu compliqué, on ne va pas passer en vue les différents points qui sont affichés là, mais en langage entreprise, ça veut dire quoi quand même? Et je pense que c'est important de rentrer dans du concret. La différence par rapport à d'autres entreprises, sociétés de droit commercial, c'est leur objet, leur finalité. Elles ont une finalité qui est une finalité d'apporter une meilleure rémunération ou de créer de la valeur pour l'agriculteur. Ce sont des entreprises qui appartiennent à des agriculteurs, c'est une finalité première. Et donc elles ont une lucrativité limitée du capital. C'est quand même un point qui est important. C'est une vraie différenciation par rapport aux autres entreprises. Il y a un deuxième point qui me paraît important à souligner, c'est qu'elles agissent sur un territoire. Elles ont dans leur statut un territoire et elles ont dans leur statut des filières qui leur donnent le droit d'exercer, je dirais, leur activité sur ce territoire et dans ces filières-là. C'est aussi quelque chose d'assez limitant, entre guillemets, mais qui fait un ancrage territorial qui est extrêmement fort. Ça, c'est le premier point, leur première particularité. Leur deuxième particularité, c'est le lien avec les adhérents. Et ça, je pense que c'est un vrai point sur lequel il faut insister un petit peu. Ça leur donne une responsabilité économique.
elles ont, je dirais, l'obligation de travailler avec leurs adhérents, dans la grande majorité. Il y a des dérogations qui leur permettent d'avoir 20% de personnes, de tiers, avec lesquelles elles peuvent aller faire du business. Mais c'est limité. Mais c'est limité, et c'est que 20%, ça veut dire que c'est au moins 80% d'activité qui est limitée au cercle de leurs adhérents. Donc des contraintes, c'est clair. Donc quand même, Des c'est limites, important un de cadre l'avoir précis. en tête. C'est quand même important d'avoir ça en tête. Le deuxième point, c'est que c'est une gouvernance démocratique. C'est-à-dire que le pouvoir s'exerce collectivement, quels que soient les volumes que vous apportiez dans la coopérative, vous avez une voix. Donc un homme, une voix, c'est un principe universel. Et qui a fait ses preuves. Alors pourquoi je dis qui a fait ses preuves? Parce que quand vous m'interrogez et que vous nous dites est-ce que finalement ça a une capacité d'évolution, ces entreprises, cette forme d'entreprise, quand on regarde aujourd'hui dans le monde, les coopératives agricoles, c'est à peu près 3 millions de coopératives qui détiennent, qui emploient à peu près 10% de la population active. C'est quand même, donc ça c'est à l'échelle mondiale. Si on redescend et si on fait un petit zoom sur l'échelle de la France, effectivement aujourd'hui, les coopératives agricoles, elles absorbent, en tout cas elles traitent 70% de la production agricole française. Si on regarde en moyenne, alors ça dépend des filières, on va dire, mais en moyenne c'est 70% de la production agricole française. Et elles fabriquent, elles fournissent 40% des marques que vous trouvez dans les linéaires des magasins. C'est quand même pas neutre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on regarde un petit peu c'est énorme, en fait, tous les changements qu'il y a pu y avoir depuis la mise en place du statut coopératif qui date d'après-guerre, en fait, depuis 50 ans, quelle est la part de marché des coopératives aujourd'hui? Elle est extrêmement importante. Donc c'est plutôt, je dirais, un gage de d'abord fierté, parce que c'est quand même intéressant de voir que ces entreprises qui appartiennent à des agriculteurs ont cette réussite-là, et aujourd'hui sont, je dirais, en tête de proue du bateau agroalimentaire français. Et de la souveraineté alimentaire, on peut dire. Agricole et alimentaire. Et de la souveraineté agricole et alimentaire. Donc ça, c'est un point, je pense, qui est important d'avoir en tête. Ensuite, par rapport aux enjeux qui sont ceux que les coopératives agricoles doivent traverser et qui sont face à nous, je pense qu'il y en a 3, précisément. C'est trois enjeux qui appartiennent au secteur alimentaire. Il y a d'abord un enjeu de consolidation que je lie aux critères performance. Pourquoi? Parce que on voit l'alimentation qui représentait 30% du budget des ménages en France il y a 40 ans. Ça a été divisé par 2. Aujourd'hui, c'est moins de 15%. Ça veut dire que la question de la performance, de l'accessibilité à l'alimentation, c'est un vrai sujet. Et la question de la consolidation, du coup, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire gagner des points de valeur, je dirais, aux consommateurs, c'est effectivement par cette logique de consolidation. Le deuxième sujet, c'est la diversification, la segmentation. On est dans des logiques aujourd'hui d'hypersegmentation. On voit l'alimentation fait même l'identité des individus aujourd'hui, les modes d'alimentation, les régimes alimentaires. Donc ça veut dire que le monde agricole et agroalimentaire doit faire face à ces exigences qui deviennent plurielles, multiples, extrêmement variées et identitaires. C'est un vrai challenge. C'est un challenge parce que les coopératives, pour pouvoir faire de la consolidation, ont été obligées de faire de la massification. C'est-à-dire qu'il va falloir sans doute travailler ou traiter ou être en capacité de traiter de la démassification. Et ça, c'est un vrai point pour moi, un enjeu qui n'est pas que coopératif d'ailleurs, mais qui s'applique et qui s'impose évidemment en coopérative. Le troisième sujet, c'est le sujet de l'accélération. Et ça, je pense que ce troisième enjeu, il concerne 2 choses. Il concerne d'une part l'activité de service que les coopératives rendent. À l'heure de Amazon, Uber, Airbnb, qui est l'heure du tout de suite, j'ai tout de suite à disposition et maintenant, c'est impossible que les coopératives n'aient pas cette même exigence qui vienne de la part et de leurs adhérents et des consommateurs qu'elles servent. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire que cette notion-là du tout de suite maintenant et ce que je veux, c'est quelque chose qu'il faut traiter évidemment et que les coopératives doivent traiter. La deuxième accélération, c'est l'accélération sur les changements climatiques, donc sur les exigences en matière de réponse transition au climat, agroécologique notamment. Biodiversité, transition agroécologique, et qui deviennent de plus en plus prégnantes et de plus en plus fortes, et avec lesquelles il va falloir composer demain. Voilà, quelques points. Vous aviez là une présentation qui était faite par Florence Pradier lors d'une conférence qu'on avait eue à l'Uniagro auquel Voltaire il y a quelque temps. Juste pour resituer, Florence Pradier est déléguée générale de Coop de France. Coop de France, c'est le syndicat qui défend les intérêts des coopératives agricoles. Et là, nous accueillons donc DIRCA, qui est le syndicat qui défend les intérêts des salariés dirigeants de la coopération agricole.
Voilà, la parole est à vous, Julie et Benjamin. Merci Thomas, bonjour à tout le monde. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà, parce qu'on a une petite présentation à vous montrer. Voilà. Donc, on nous a demandé d'intervenir sur diriger une coopérative agricole, les spécificités et missions des contrats des cadres dirigeants. Benjamin, mais je crois que je vais te passer la parole en fait. Oui, bonjour à tous. Attends, j'attends juste de voir un peu la diapo, sinon voilà, ça va être Tu désagréable. la vois pas ? C'est bon, c'est bon. Donc, oui, je me présente. Je suis désolé, je ne suis pas agro, je suis agri. Bon, hein, nul n'est parfait. J'ai 2 casquettes. Donc, je suis à la fois directeur général d'une coopérative agricole qui s'appelle Agro-Pithiviers dans le Loiret, et je suis administrateur de DIRCA, donc du syndicat des directeurs de coopératives et des cadres dirigeants. On va essayer de faire ça à double voix avec Julie, donc il y aura peut-être de temps en temps des redites. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre l'importance des relations entre les agriculteurs et les salariés dirigeants dans un premier temps, et ensuite que Julie puisse vous expliquer quel est notre statut et quelles sont les conséquences de notre statut. Alors, je vais commencer par les spécificités de la gouvernance et du lien entre les salariés et les agriculteurs. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le statut et la création des cadres dirigeants n'est absolument pas obligatoire dans la coopération agricole. On est apparu dans le code rural assez récemment, puisqu'à l'origine, les coopératives étaient dirigées uniquement par les agriculteurs. Et la conséquence de cette organisation, c'est que ce sont les agriculteurs qui élisent leur conseil d'administration tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, suivant les coopératives, et qu'ils élisent leurs propres collègues. Donc, quand on veut être administrateur de COP, on n'a pas plus ou moins de compétences que ses voisins, on est simplement représentatif de ses voisins. Et que c'est juridiquement le conseil d'administration qui a en coopérative tout pouvoir. Le président n'est que le représentant du conseil d'administration. Certes, il y a quelques délégations du président, au président par le conseil, mais il faut bien voir que tout doit être décidé par le conseil d'administration. Et qu'un certain nombre de coopératives, encore aujourd'hui, alors souvent les plus petites, n'ont pas de dirigeants salariés puisque le conseil d'administration administre et organise les opérations des coopératives. Alors, pourquoi cette diapo elle est très importante ? Parce que, vous voyez, les agriculteurs sont au-dessus. Il faut bien avoir en tête, et pour comprendre le contexte, que l'agriculteur, il est à la fois le propriétaire, le fournisseur et le client de l'entreprise. Et que ça lui donne à la fois beaucoup d'influence, beaucoup d'exigences, des droits et des devoirs très importants. Florence Parlier, tout à l'heure, dans le film, disait « On a le droit de travailler avec des gens qui ne sont pas adhérents à la coopérative, mais c'est entre 0 et 20% suivant les coopératives. » Donc, on a un lien entre l'agriculteur et sa coopérative extrêmement fort, et souvent un lien d'attachement extrêmement fort. Certes, il y a des éléments économiques qui rentrent en compte, mais on a souvent un lien extrêmement fort, et donc, on rentre dans l'humain. Ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, ce qui n'apparaît pas dans le graphique, c'est souvent le président, il se fait aider par un bureau, et que ce bureau, contrairement à des SA ou à d'autres sociétés, ce bureau est purement informel dans la plupart des COP. C'est-à-dire que vous avez d'autres élus, d'autres agriculteurs qui participent, qui aident le président, mais ils n'ont absolument, la plupart du temps, aucun pouvoir. C'est le conseil qui a tout pouvoir. Une fois qu'on a dressé ce panel de responsabilités, il faut bien voir et bien comprendre que toutes les personnes que vous voyez là, ils n'ont à l'origine aucune compétence ni de management ni de gestion d'entreprise. Ils savent gérer leurs exploitations, mais ils ne savent pas gérer une entreprise, pour la plupart d'entre eux. Et donc, c'est là qu'intervient le salarié dirigeant. C'est qu'il s'attache les services d'un collaborateur qui, lui, va être en mesure d'animer et de gérer l'entreprise. Et je vais faire une petite parenthèse pour que vous voyez bien la diversité des coopératives dont Florence a esquissé un peu le sujet tout à l'heure. C'est que
en fonction de la taille de l'entreprise, le conseil d'administration, il va s'attacher les compétences de cadres avec des profils complètement différents. Les petites coopératives, généralement, vont s'attacher, pour diriger l'entreprise, les services de quelqu'un qui a le profil d'un spécialiste, qui va avoir des compétences en gestion, mais qui va être avant tout un spécialiste. Je pense au cas viticole, où généralement, il faut avoir de très bonnes connaissances en vin avant d'être nommé directeur général. Ensuite, vous avez les coopératives intermédiaires. Coopératives intermédiaires, grosso modo, vous allez de 40-50 millions d'euros jusqu'à 250-300 millions d'euros. Là, vous avez généralement des gestionnaires qui ont parfois un passé de spécialistes, mais qui sont embauchés parce qu'ils peuvent amener à la fois donc, des vraies compétences de gestion et un aspect proposition stratégique. Je parle bien de proposition stratégique, ne pas oublier que le directeur général n'est là que pour réaliser la vie quotidienne et mettre en œuvre ce que le conseil d'administration va décider. Le directeur général propose, le conseil d'administration dispose. Et le président n'est là que pour représenter. Et ensuite, vous avez les grands groupes coopératifs. Donc là, on est dans des chiffres d'affaires qui vont, grosso modo, de 200-300 millions à 3 milliards, 4 milliards en France. À l'étranger, ça peut aller au-delà. Là, vous avez un directeur général qui est souvent avant tout un stratège et qui va généralement bâtir une équipe avec des cadres dirigeants qui sont de très haut niveau, qui sont soit des spécialistes, soit aussi des stratèges pour accompagner le développement de l'entreprise. Donc, il faut bien voir qu'on a vraiment deux facettes dans la gouvernance d'une coopérative. Les agriculteurs, qui sont là vraiment pour orienter l'entreprise, valider toutes les décisions. Et suivant les tailles de coopérative, une organisation et un besoin en termes de typologie de dirigeants extrêmement variés et avec des profils très, très différents d'une entreprise à l'autre. Je peux le dire parce que moi, j'ai été formé dans un grand groupe où j'ai été cadre dirigeant, non pas directeur général, mais cadre dirigeant. Et on parlait de stratégie en tant que cadre dirigeant, même si j'étais que directeur d'un pôle de la coopérative. Aujourd'hui, je suis DG d'une entreprise beaucoup plus petite. Et donc, ce n'est pas du tout le même profil et pas du tout les mêmes compétences que j'utilise au quotidien. On peut peut-être passer à la diapo d'après, Julie. Si tu complètes quand tu veux, quand j'ai oublié. Non, mais pour l'instant, tu n'oublies rien du tout. Voilà. Ouais. Ça, c'est la diapo qui insiste sur les actionnaires sont aussi les fournisseurs et les clients. C'est extrêmement important. Quand une coopérative décide d'avoir un dirigeant salarié, le dirigeant rend compte à la fois au quotidien et en assemblée générale. Il va défendre son bilan au quotidien et en assemblée générale. Et le défendre, c'est répondre à toutes les exigences de nos agriculteurs. Et nos agriculteurs, ils sont certes agriculteurs, mais aussi des citoyens. Donc, on répond à une diversité de demandes qui peuvent être très pragmatiques sur le besoin de l'exploitation. Il me faut tel produit à telle date. Mais on a aussi des citoyens en face de nous qui nous disent qu'allez-vous proposer, pour que l'entreprise, notre coopérative, puisse faire face aux exigences de demain. Florence, tout à l'heure, parlait des enjeux des coopératives. Moi, j'utilise souvent le terme ubérisation parce que ça parle plus à tout le monde. On a ces mêmes enjeux-là dans les coopératives. Il faut répondre à ces enjeux-là. Et donc, on a des agriculteurs qui ont des questions extrêmement techniques et des questions sociétales qui sont exactement les mêmes que le citoyen lambda. On ne vit pas à côté de l'économie, entre guillemets, réelle. Même si on fait partie de l'économie sociale et solidaire, on ne vit pas à côté. On est pleinement dedans. Et oui, la dernière phrase que Julie a mis est importante parce que c'est la particularité d'une coopérative et donc d'avoir une capacité de négociation avec ses fournisseurs assez limitée. Ça veut dire que l'agriculteur, il en joue. Il joue de cette position, je suis ton patron parce que c'est moi qui suis ton propriétaire. Et on est en permanence, non pas dans le chantage, mais dans l'exigence absolue et parfois contradictoire. Et un dirigeant de coopérative doit être habitué à répondre oui à tout
mais son premier métier, c'est de savoir dire non. Parce que, il faut le dire gentiment, mais si on ne sait pas dire non, on est dans un rapport de force en tant que salarié systématiquement défavorable vis-à-vis de nos agriculteurs. On doit être dans la pédagogie et l'explication, parce que quand quelqu'un sait qu'il est à la fois votre fournisseur, votre client et votre propriétaire, si vous ne savez pas dire non gentiment, vous êtes assez rapidement sur la corde raide en matière économique. Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après. Et alors là, c'est juste une petite diapo pour présenter le Haut Conseil de la coopération agricole qui finalement régit un petit peu notamment les statuts des coopératives. Donc, le Haut Conseil, ou HCCA, c'est plus simple, a été créé par la loi d'orientation agricole en 2006 et c'est un établissement d'utilité publique. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à ce HCCA et de lui verser une cotisation, donc c'est évidemment comme ça qu'il vit. Ses missions, qui ont été définies toujours par cette loi d'orientation, contribuer à la définition, à la mise en œuvre, à l'évaluation des politiques publiques en matière de coopération agricole, être le garant du respect des textes, règles et principes de la coopération. Par exemple, les 20% d'activité avec des tiers non associés, comme dont parlait Florence Pradier, ça fait partie des règles strictes de la coopération. Il exerce un rôle permanent d'étude et de proposition dans les domaines juridiques et fiscaux. Il assure le suivi et l'évolution économique et financière du secteur coopératif, ça c'est essentiellement faire des stats. Et puis, très important, délivrer et retirer l'agrément coopératif aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. En gros, une coopérative qui ne respecte pas les règles, le HCCA peut la mettre à l'amende. Ensuite, définir les principes, élaborer et approuver et publier les normes de la révision. Donc là, on parle de révision des comptes, en fait, essentiellement, ainsi que de suivre et de contrôler la mise en œuvre, donc toujours de la révision. Et enfin, il élabore un guide des bonnes pratiques de la gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions. Et c'est essentiellement pour ça qu'on va vous parler du HCCA, parce que ce guide des bonnes pratiques régit notamment... explique un petit peu quels sont les rôles du directeur d'une coopérative. Benjamin, tu veux poursuivre ou tu veux que je continue? Je voulais juste préciser. Oui, pardon, oui. Laurent. Je voulais juste préciser sur la diapo juste avant qu'il faut voir la révision coopérative mandatée par le HCCA pour faire un parallèle par rapport aux sociétés. Ce sont des commissaires aux comptes qui n'interviennent que sur le fonctionnement interne et le respect juridique des valeurs de la coopération agricole. Ils sont là tous les 5 ans pour certifier aux agriculteurs que la coopérative respecte ses propres valeurs. Et je parlais juste avant de notre devoir en tant que dirigeant salarié de rendre compte au conseil et aux agriculteurs. Le rapport des réviseurs est là pour permettre aux agriculteurs d'être certains que les dirigeants salariés mettent tout en œuvre pour respecter scrupuleusement les valeurs et les orientations définies par le conseil d'administration. C'est l'intérêt de l'ensemble des documents et de la supervision réalisée par le HCCA. Peut-être une question à ce stade-là, Benjamin et Julie. Qui compose le HCCA et comment ses membres sont-ils nommés? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, ils sont nommés par le ministre de l'Agriculture, les membres du conseil d'administration. Il y a un représentant de l'État qui est souvent un ancien ministre. C'était Henri Nallet pendant un certain temps. Maintenant, je ne sais plus qui c'est. Et après, vous avez la coopération agricole qui nomme un certain nombre de représentants. Et de temps en temps, il y a Bercy qui met un peu un représentant. Alors après, la composition exacte, il faut la regarder sur le site du HCCA, qui est un site relativement bien fait. Je pense que l'objet de la question, c'était un peu de voir effectivement quelle était l'origine finalement de ces membres pour identifier peut-être plus clairement effectivement l'angle d'attaque. Le président du HCCA actuellement est l'ex-DG de la coopérative Guimagrin, par exemple. De mémoire, il y a qui il y a beaucoup de directeurs et de présidents de coopératives et souvent des élus et des représentants de l'État. On est vraiment sur un organe de politique qui est garant auprès du ministre
du bon fonctionnement des coopératives. Parfait. Merci bien. Je crois qu'il va falloir qu'on avance parce qu'on va avoir du mal à tenir notre timing. Ouais, alors je vais essayer d'être moins bavard. Alors, important sur... oui, qu'est-ce que je voulais dire? C'est parce que ça peut intéresser en particulier sur la partie recrutement. Ouais. Vous voyez que Julie vous a préparé un extrait du règlement du HCCA qui, et je vais lire ce qui est en gras, c'est une possibilité, mais le conseil d'administration reste l'organe de gestion de la coopérative. J'ai insisté beaucoup dessus au tout début. Pardon. Il faut bien avoir en tête que le DG, il est nommé par le conseil d'administration, même si son contrat de travail est signé par le président, mais le président ne peut signer le contrat de travail du directeur qu'après délibération du conseil d'administration. Exactement. Quelles sont les conséquences de ce processus? C'est que ce qui est fondamental, c'est que pour pouvoir être directeur d'une coopérative, il faut d'abord avoir en tête que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le couple président-directeur. Ce que toi, tu as appelé le binôme. Puisqu'en fait, dans le cadre du recrutement, le conseil va mandater le président pour recruter le directeur et le président va choisir une personnalité d'abord. Une personnalité avec, c'est mon sentiment, hein, deux aspects fondamentaux, c'est qu'il faut que les deux personnalités soient complémentaires avec un respect mutuel. On n'est pas dans... il ne faut pas forcément de la complicité. Il faut que les hommes, et là on parle d'hommes, s'entendent. Ou de femmes. Hein? Ou de femmes, Benjamin. Oui, pardon, oui, les grands hommes avec un grand H. Voilà. C'est vrai qu'on est dans une population où il y a très peu de directrices pour le moment. C'est important d'avoir ce respect mutuel et cette complémentarité parce qu'au quotidien, le président va déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la mesure où les pouvoirs qu'il délègue sont ceux délégués par le conseil d'administration. Donc, en fait, on a forcément une répartition des rôles entre le président et le directeur. Et en fait, c'est avant tout une rencontre entre des hommes. Vous avez des coopératives où les présidents et directeurs vont au-delà de la complémentarité, vont dans la complicité humaine. D'autres où ça se passe très bien pendant 10 ans, simplement avec la complémentarité, soit des caractères, soit des compétences. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut l'avoir. Et lors du recrutement d'un DG, les élus, donc les agriculteurs, sont extrêmement attentifs à ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut être à la fois complémentaire avec son président, mais il faut surtout savoir séduire son conseil d'administration, expliquer ses méthodes et avoir une vision stratégique à proposer. Le conseil d'administration, lorsqu'il décide de nommer un DG, c'est qu'il veut être accompagné par un opérationnel sur ses priorités. Il sait qu'il va embaucher quelqu'un qui va gérer le quotidien, mais il veut être aussi accompagné. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Un DG, c'est une personnalité complémentaire de son président avec une vision à proposer, en plus de ses compétences organisationnelles, gestionnaires, voire de spécialistes. Et ça, dans le recrutement, c'est fondamental. Si vous devez un jour postuler à un poste de directeur et qu'on vous fait un entretien lambda et qu'on vous dit c'est vous et que vous n'avez pas vu le président, c'est qu'il y a un loup. Julie, ça te fait rire, mais c'est vrai que ça arrive encore. Ça arrive encore où on dit c'est vous qui êtes retenu, vous n'avez pas vu le président. Bon, c'est de plus en plus rare, mais il faut bien avoir ça en tête. On est en tout premier lieu dans l'humain. Je vais accélérer. Allez, on passe à la suivante. Élément important, là on a parlé du directeur, j'ouvre la parenthèse et je la ferme tout de suite. Si vous postulez un poste de cadre dirigeant, c'est-à-dire non pas de directeur général, mais de directeur de pôle, directeur d'activité, la petite nuance, c'est que, sauf exception, vous dépendez du directeur général. Donc, je dis c'est la petite nuance, parce que vous avez dans vos fonctions souvent de très grosses délégations, donc vous avez besoin d'avoir cette même complémentarité avec les élus, mais vous savez que vous devez avant tout rendre compte à votre DG qui, lui, défendra ou pas votre bilan. Bon.
C'est la petite nuance. Il n'empêche que ce lien avec les élus est fondamental, y compris pour des postes de cadres dirigeants. Il n'y a pas que le DG qui doit bien s'entendre avec son président et avec ses élus, mais l'ensemble des cadres dirigeants doivent le faire, en particulier dans les grands groupes, parce que ce sont là aussi les courroies de transmission avec les cadres et avec les agriculteurs. Donc là, tu l'as bien dit, le rôle fondamental du binôme président-directeur, on ne peut pas s'en passer, parce que du jour où il y a un grain de sable dans ce binôme, il faut bien se rendre compte qu'en coopérative agricole, le directeur général, ça s'arrête du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on évoquera tout à l'heure le statut qui est extrêmement important. Il est extrêmement rare que les transitions se passent sur la durée quand il y a un grain de sable dans le binôme. Quand il n'y a pas de grain de sable dans le binôme, toutes les transitions se font de manière générale extrêmement bien. Quand il y a un grain de sable, la transition se passe généralement en 24 heures. Elle est inexistante. Voilà, il n'y a pas d'effet c'est pas un effet de langage, hein. Bien l'avoir en tête. C'est vous arrivez le matin, vous ne finissez pas la matinée. Par contre, quand ça se passe bien, là, généralement, ça se passe très, très bien. J'ai souvent, voilà, ça je vous l'ai dit. Ouais, juste un petit détail, Benjamin, c'est sur en fait le lien de subordination entre le conseil d'administration et son directeur fait que le directeur de la coopérative est un salarié à part entière, il n'est pas mandataire social, à l'inverse des entreprises de droit commercial. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc en fait, ça veut dire qu'en cas de rupture de contrat, il bénéficie du chômage, ce qui n'est pas anodin. Voilà. Avec une petite particularité, mais voilà, si vous avez besoin de précision là-dessus, on en discutera. Mais en tout cas, voilà, le directeur d'une coopérative n'est pas mandataire social. Je referme la parenthèse et je te repasse la parole, Benjamin, si tu as quelque chose à dire sur le sujet. Oui. Alors, on n'est pas mandataire social, mais pour l'administration, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc on est toujours sur les cabis, oui. Mais on n'a pas les pouvoirs juridiques. Ça, faut, voilà. Que dire de plus? Non, c'était finir sur la bicéphalité. Et puis, oui, c'était te laisser la main. Voilà. Une coopérative agricole, c'est un conseil d'administration qui délègue ses pouvoirs à. Alors, c'est pas un dragon, c'est un hydre à deux têtes, avec un fort pouvoir une totale subordination entre le directeur général et son président, qui nécessite quand même une complémentarité absolue dans les rôles. Je ne peux pas vous fixer de règles, puisqu'en fait, chaque binôme a ses propres règles de fonctionnement. C'est vraiment une question de personnalité. Moi, dans mon propre cas, j'ai un président qui est plutôt dans la tempérance, ce qui, moi, me permet d'aller beaucoup plus vite dans l'action. Mais vous avez d'autres binômes qui sont plutôt avec des présidents qui sont très actifs et le directeur général qui est plutôt dans la tempérance pour adapter les organisations. Vous voyez, c'est vraiment une question de personnalité. C'est pour ça que j'ai insisté fort là-dessus. Je te laisse la main. Ok. Alors, une petite partie sur les relations entre DIRCA et la coopération agricole. Donc, Thomas l'a expliqué tout à l'heure. Nous sommes deux syndicats. La coopération agricole est un syndicat qui représente les employeurs, donc les coopératives, enfin les entreprises, et donc leurs élus, et DIRCA qui représente les salariés, mais les cadres dirigeants salariés uniquement. On se rencontre 3 à 4 fois par an lors de commissions paritaires nationales. Donc, le mot paritaire est important. Ça veut bien dire qu'il y a des représentants employeurs et des représentants salariés. Une de ces réunions est consacrée à la négociation annuelle des salaires, tout simplement, une revalorisation des salaires minima. Et il y a 2 à 3 autres réunions de travail qui sont plutôt orientées sur l'évolution de l'accord APN dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est un accord, donc accord paritaire national, qui est plutôt en fait un modèle de contrat qui régit les conditions de travail des cadres dirigeants salariés, qui est utilisé majoritairement pour les directeurs dans la coopération agricole, mais pas à 100%. On verra ça tout à l'heure. Oui, alors qui peut adhérer à DIRCA? DIRCA, c'est donc le réseau des cadres, des dirigeants et cadres dirigeants de la coopération agricole, donc des coopératives agricoles, des unions de coopératives, des SICA et des filiales de toutes ces entreprises.
bon, ça paraît assez évident. Mais aussi les cadres du monde agricole et agroalimentaire dont l'activité est en lien avec la coopération agricole. J'entends par là par exemple, des syndicats, la coopération agricole, par exemple, les cadres dirigeants de la coopération agricole, pour certains, adhèrent à DIRCA, tout ce qui est interprofession, etc. Voilà, j'imagine que vous voyez un petit peu les structures. Qu'ils soient ou non sous contrat APN, parce que bien souvent on fait un raccourci entre DIRCA et APN, mais là ça c'est vraiment pour les aficionados du métier, et qu'ils soient en activité, en transition évidemment, en transition de carrière ou à la retraite. Voilà pour le détail. Qui sont les adhérents de DIRCA? Il y a un petit ventre qui se trimballe, je ne sais pas trop. Peu importe. Les adhérents sont au nombre de 535 à la fin de 2021. Parmi les actifs, il y a quand même 12% de femmes. Benjamin, tu disais qu'il y en avait peu, mais il y en a quand même. 9% en 2020, elles sont 12% en 2021. Et majoritairement, donc, les 2 tiers de nos adhérents actifs sont des DG. 6% sont DGA, donc directeur général adjoint. 18% sont les autres fonctions de direction, donc les membres de CODIR, les directeurs de pôle, des DAF, etc., des RH bien sûr. 7% sont en poste hors de la coopération et 5% sont en transition professionnelle. Ça aussi, selon les années, entre 5 et 8%, mais c'est un standard, il y a quand même un turnover assez important dans la coopération. Ça illustre un petit peu ce que vous a dit Benjamin tout à l'heure. DIRCA a une gouvernance à l'image des coopératives. Les 535 adhérents sont répartis en 16 sections régionales et professionnelles. Donc 15 sections régionales et une section professionnelle parce qu'il y a un syndicat qui regroupait une profession particulière qui s'est ajouté à DIRCA, qui a souhaité s'adosser à nous. Il y a un conseil national qui regroupe 32 administrateurs, donc les 16 présidents des sections régionales et professionnelles d'office, et puis 16 autres administrateurs à concurrence de 32, on n'est pas obligé d'être 32, qui sont volontaires, individuels ou proposés par une section et qui sont élus par l'Assemblée générale qui a lieu tous les ans. Le président de DIRCA, qui est donc mon président et donc mon boss, Christian Cordonnier, qui est DG de la coopérative Terre Atlantique, c'est en Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angély, pour ceux qui connaissent. Les rôles et les missions de DIRCA, alors c'est un réseau, on préfère parler de réseau plutôt que de syndicat, parce qu'on est dans un public qui n'aime pas particulièrement ce mot-là, parce que bien souvent, on est un public qui se trouve dans des CE, et voilà, comment dire, les syndicats sont plutôt en général en face. Donc là, on est un réseau spécialiste et diversifié. En fait, le dirigeant d'une coopérative est quand même quelqu'un d'assez seul. Je parle du dirigeant salarié, même s'il travaille beaucoup en binôme avec son président, mais comment dire, sur ces sujets de management interne, sur ces sujets juridiques, etc., il est un peu tout seul. Et bien souvent, les autres salariés sont ses subordonnés, donc c'est difficile d'échanger avec eux. Donc, DIRCA, c'est un endroit finalement où on va échanger sur des problématiques qui nous sont communes avec d'autres dirigeants, qui soient dans différentes filières ou d'autres régions, ou des entreprises plus petites ou plus grosses, mais globalement, ils ont en commun d'être cadre dirigeant d'une coopérative. Bon, évidemment, dans notre objet, il faut qu'on fasse en sorte que ces gens-là se rencontrent et échangent. Et donc, il y a des assemblées dans les différentes régions, une assemblée nationale, une assemblée générale nationale tous les ans, évidemment, un congrès national tous les 2 ans, des réunions thématiques, etc., etc. L'idée, c'est bien que les gens se rencontrent. Un autre rôle, c'est la solidarité. Notre objet, c'est dans nos statuts, c'est évidemment de défendre les intérêts des adhérents. Donc là, évidemment, il y a la représentation syndicale vis-à-vis des employeurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, vis-à-vis de la coopération agricole. Maintenir à niveau aussi l'APN, le maintenir à niveau par rapport aux évolutions réglementaires et puis les évolutions sociétales. Des accompagnements, et ça c'est très important, des accompagnements personnalisés et confidentiels, vraiment
vraiment, comment dire, en tête-à-tête entre DIRCA et chacun de ses adhérents. Je traite à peu près 120 dossiers par an de ce type-là. On réalise aussi une cartographie des salaires qui permet donc aux dirigeants de se benchmarker par rapport au marché dans la coopération, qui est un petit peu décalé par rapport au marché, et c'est une erreur d'ailleurs, mais c'est le cas, un petit peu décalé par rapport au marché global de l'agroalimentaire. Un fonds de soutien, donc c'est une assurance coup dur en fait. Les adhérents peuvent bénéficier d'une aide financière lorsqu'ils sont en difficulté avec leur employeur. Environ, ça concerne 10 personnes par an à qui on donne un petit coup de pouce pour faire face à des frais d'avocat, des frais de justice, parce qu'il faut bien se rendre compte que ça existe. Et puis, du parrainage, toujours dans la solidarité. On a une équipe de 60 adhérents qui sont bénévoles pour accompagner sur différents sujets. C'est aussi vaste qu'il y a d'adhérents, on va dire, parce que chacun arrive avec sa question particulière, mais voilà, qui se constitue comme une espèce d'équipe de référents, finalement, à qui passer un coup de fil régulièrement pour dire, bah, tiens, j'ai telle idée, qu'est-ce que tu en penses, voilà, histoire de partager. Au niveau technique, notre objet était aussi de développer l'employabilité et les compétences des adhérents. Donc, DIRCA, avec la coopération agricole, a confié à l'ESSEC, c'est l'ESSEC, désolé, l'ESSEC Business School, c'est pas AgroParis, par exemple, mais qui a développé un cycle de formation sur 2 ans qui s'appelle Aristé, donc la formation pour adultes, bien sûr, qui est un programme finalement destiné aux cadres dirigeants et aspirants cadres dirigeants de la coopération agricole pour comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de la coopération et puis se former sur tout ce qui est stratégie, management et finance. Benjamin, tu veux en parler un petit peu peut-être? Non, tu n'es pas là. Si, je remets le son. Remets le son. Je remonte le son. Et on va chanter. Non, oui, Aristé. Donc moi, j'ai eu l'occasion de le faire récemment. L'avantage de ce type de formation-là, c'est déjà de contribuer à compléter le réseau. Le gros avantage de cette formation-là, comme elle est labellisée DIRCA, c'est qu'autour de la table, vous avez aussi bien des coopératives porcines, des coopératives céréalières, du vin. Alors ça, c'est très important, le vin, pour faire la fête le soir. Très important d'avoir des coopes viticoles. Et surtout d'échanger sur une même problématique avec des visions métiers complètement différentes. Et en termes d'ouverture sur les solutions à apporter, comme toute formation, quand on est dans le monde professionnel, c'est les à côté qui enrichissent le débat. Après, sur le fond, ça dépend plus ou moins de l'époque à laquelle vous le faites dans votre carrière et de votre formation initiale. Voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'en termes d'enrichissement personnel, généralement, c'est des promotions qui font une quinzaine de personnes. Sur les 15 personnes, généralement, il y a 10 personnes que vous avez toujours dans votre téléphone portable 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Ça, c'est clair. On reste dans le monde agricole, donc on sait faire la fête ensemble. Et il y a il y a une vraie dynamique de groupe qui ne s'arrête pas à la formation. Voilà, c'est un petit témoignage. Voilà. Tout à fait bien ciblé, bien senti. On diffuse aussi on récolte et on diffuse des offres d'emploi sélectionnées et ciblées évidemment pour les cadres dirigeants plus ou moins dans la coopération. On met en relation les adhérents qu'ils souhaitent avec des conseillers spécialisés. Et puis, on organise des réunions thématiques, notamment sur la transition de carrière, auxquelles ont participé Laurent et Thomas, la dernière édition d'ailleurs. Vous voulez peut-être en dire un mot? Non. Bien. Juste aller dans le même sens que Benjamin, c'est-à-dire que effectivement, réseau DIRCA, DIRCA est plus un réseau et une communauté qui permet de se connecter, de partager des expériences et des visions et des parcours complètement différents.
et finalement d'enrichir les débats et d'enrichir ses propres réflexions. Donc, DIRCA agit aussi dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que le thème syndicat n'est pas complètement adapté, c'est plus une communauté d'intérêt finalement qui à chaque fois permet d'enrichir ses réflexions. Donc, cette journée était effectivement constituée de personnes d'origine complètement différentes avec des parcours complètement différents et finalement on se rend compte qu'on partage un certain nombre de points clés qui nous permettent de rebondir ou de plier le sujet, de le ranger et de passer à autre chose. Donc, c'est aussi important. Et pour compléter ce que dit Laurent, si demain vous prenez un job dans la coopération agricole, je vous invite vivement à adhérer à DIRCA. Voilà. Merci pour la pub, Thomas. Il veut ton poste, Julie, il veut ton poste. Mais non. Alors, l'APN. Thomas a souhaité qu'on insiste sur l'APN. L'APN, donc je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure déjà, c'est un modèle de contrat de travail conçu spécifiquement pour les cadres dirigeants de la coopération agricole. 79% des contrats des adhérents d'IRCA qui sont en poste, évidemment, pour qui c'est un contrat, il faut qu'ils soient en poste, sont APN. Et 85% des DG le sont. C'est plus important chez les DG que dans les cadres de CODIR, par exemple. Cet accord a été mis en place pour s'adapter au public spécifique, donc ça je vous l'ai dit, et puis pour pallier à l'absence de collèges cadres dirigeants au niveau des conventions collectives en vigueur dans la coopération agricole. Bien souvent, les conventions collectives ne s'occupent que des salariés, voire des cadres supérieurs, mais s'arrêtent au niveau le cadre dirigeant n'est bien souvent pas intégré là-dedans. Donc, c'est là que l'APN vient prendre tout son sens. Et puis, c'est une boîte à outils qu'on peut utiliser en totalité ou en partie. C'est-à-dire que l'APN peut être diminuée, augmentée. C'est un modèle de contrat, donc votre contrat peut être complètement différent, même si globalement, ça respecte assez bien ce qui a été prévu au départ, mais tout est possible. Juste une précision pour que vous compreniez bien la cohérence. Si les cadres dirigeants, on n'est pas dans les conventions collectives, c'est parce qu'au départ, on n'était déjà pas dans le code rural. Donc, en fait, il y a une cohérence globale qui fait que quand les dirigeants sont arrivés dans le code rural, il a fallu créer un contrat type en cohérence avec les besoins des coopératives. Et aussi, oui, cadrer la délégation de pouvoir essentiellement que donne le conseil aux dirigeants. Il sert à ça aussi, l'APN. Tu fais bien d'en parler. Une petite cartographie par filière. D'après le fichier de mes adhérents, hein, c'est une photographie de l'année dernière. On se rend compte qu'en céréales... Alors, CCN, c'est convention collective, hein, convention collective nationale, donc ça, c'est en vert clair. Et donc, en vert foncé, c'est le nombre de contrats qui sont basés sur l'APN. Donc, vous voyez qu'en céréales à pro, bon, c'est aussi une grande majorité de nos adhérents, mais c'est une des filières qui utilise le plus l'APN, probablement. En vin, un petit peu moins. Donc, il y a quand même un quart des dirigeants qui sont sur un contrat basé sur la convention collective. Dans les grands groupes, c'est assez utilisé. Beaucoup moins dans les fruits et légumes, encore moins en bétail et viande. Voilà, il y a des cultures en fait par filière plutôt pro APN ou plutôt pro convention collective, quoi. Le lait aussi beaucoup. La déshydratation, c'est la déshydratation de luzerne. Il y a des COP spécifiques sur la déshydratation de luzerne. LCA, c'est la coopération agricole. La forêt, bien entendu, c'est les COP forestières. Le lin, le tabac, le sel et les groupements d'employeurs qui sont aussi sous statut coopératif la plupart du temps. Alors là, quelle heure est-il? Il nous reste à peu près 7 minutes pour détailler l'APN. Très vite, je vais vraiment faire vite parce que ça n'intéresse pas forcément tout notre auditoire. L'important déjà, je vous ai mis 2 colonnes. Une colonne, l'intérêt pour l'employeur, un autre, l'intérêt pour le cadre dirigeant. C'est de poser la délégation de pouvoir, une définition claire et précise des responsabilités assumées par le cadre dirigeant. Ce qui donne au cadre dirigeant une autonomie dans la prise de décision. On insiste là-dessus parce que dans le binôme président-directeur, il est important de préciser les contours de chacun, les contours du job de chacun.
pour éviter que de venir, si vous me pouvez me permettre, se marcher sur les pieds, qui sera de toute façon un moment qui risque d'être pénible. C'est-à-dire que si l'un ou l'autre vient empiéter sur le domaine de l'autre, forcément, ça va être sujet à friction. Donc, il est important que ça se soit cadré et la délégation de pouvoir travaille dans ce sens-là. L'APN définit aussi une grille de rémunération. Je reprends. Une grille de rémunération claire, régie par des critères objectifs afin de définir l'entreprise dans laquelle on travaille, définir le poste. Il y a des critères comme l'effectif, le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, etc., etc., le périmètre national, européen, voire international. Et donc, ça nous permet de tracer une cartographie et il y a des rémunérations minimum pour pour toutes les classes qui sont définies suite à cette cartographie. Voilà. On va aller très vite là-dessus. Il y a aussi une rémunération variable optionnelle qui est limitée à 20% du brut. Elle est optionnelle, donc elle n'est pas obligatoire. C'est de plus en plus utilisé quand même. Et évidemment, c'est un facteur de motivation. C'est quand même toujours plus intéressant d'avoir une petite carotte. C'est d'ailleurs beaucoup plus utilisé pour les membres de comité de direction que pour les DG. Probablement parce que les présidents sont peut-être pas très à l'aise avec la définition d'objectifs, alors que le DG, lui, est assez à l'aise pour définir les objectifs de ses équipes. L'APN recommande depuis cette année, ça fait partie des travaux qu'on a menés cette année avec la coopération agricole, un entretien annuel président-DG, parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup, ou qui ne se faisait pas beaucoup. Et en revanche, on pense que ça peut contribuer grandement à la fluidification des relations entre le président et le directeur, de se poser au minimum une fois par an, dégager des contraintes, des contingences, des contraintes matérielles. On coupe les téléphones et on se pose, comme un entretien que vous faites vous avec vos équipes si vous êtes dans une entreprise plus standard. Mais le directeur, il faut savoir que avec son président, c'est des choses qui se font pas forcément très souvent et surtout pas de façon structurée. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à dresser un bilan et de faire une synthèse écrite qui sera validée par les deux parties et qui pourra aussi servir de support un jour où il y a un désaccord sur l'un ou l'autre point. Donc, on propose même un modèle finalement de support pour encadrer cet entretien. Le temps de travail n'est pas, oui, il n'y a pas de contrôle du temps de travail pour un cadre dirigeant de la coopération agricole parce que de toute façon, et ailleurs, un cadre dirigeant, c'est la définition du code du travail, on ne doit pas pouvoir contrôler son temps de travail. Donc, évidemment, il n'y a pas de RTT. À l'inverse, le cadre dirigeant dispose, lui, d'une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail. J'insiste là-dessus parce qu'il y a plein de gens qui arrivent dans la coopération en disant « Oh, mais comment ça, il n'y a pas de RTT ?» Ben non. Non, en fait, quand vous êtes cadre dirigeant, vous vous organisez comme vous l'entendez. En revanche, pour les congés, il faut quand même soumettre ses congés à son président. C'est un préalable important, toujours parce qu'il y a un lien de subordination dont on a largement parlé entre le président et son DG. Après, c'est la loi, il y a 5 semaines de congés, évidemment, mais pas plus. Au niveau des arrêts maladie ou des maladies professionnelles, l'APN prévoit un maintien du salaire sur 3 ans. Ensuite, c'est l'invalidité qui prend la suite avec, en général aussi, maintien du salaire. En cas de licenciement, un préavis de 6 mois, y compris d'ailleurs aussi pour la démission, ce qui laisse à l'employeur et au cadre dirigeant, selon qui est à l'origine de la rupture du contrat, le temps de se retourner. En général, le cadre dirigeant, lui, on ne lui demande pas de le faire, surtout si ça se passe mal. Benjamin vous en a parlé. Mais on lui paye ces 6 mois en plus de son indemnité de licenciement. Donc, l'indemnité de licenciement, elle est nettement supérieure dans l'APN par rapport à ce qui est prévu dans les conventions collectives. Je vous fais grâce du détail du calcul. Il se trouve qu'elle est plafonnée à 18 mois et il faut avoir 20 ans d'ancienneté pour arriver à ces 18 mois. Donc, au-delà de 20 ans d'ancienneté, ça ne progresse plus, mais par exemple, si on a 10 ans d'ancienneté, c'est 8 mois.
plus, bien souvent, les 6 mois de préavis. En cas de départ volontaire en retraite, là c'est pareil, il y a des indemnités très très supérieures à ce qui est prévu dans les conventions collectives. Pour faire simple, c'est plafonné à 12 mois qui sont atteints dès 15 ans d'ancienneté. Voilà, on est à peu près dans le timing. Oui. Merci beaucoup Julie et Benjamin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions soit via le chat, soit en direct par téléphone. Pour résumer ce que tu disais, Julie, sur la peine, si je comprends bien, ça permet de donner un cadre de discussion quand on est face à des gens qui n'ont pas forcément cette habitude de prévoir ce que sont un contrat de directeur ou de cadre dirigeant dans une coopérative. Il y a un cadre de sortie quand on a en face de nous des gens qui ne sont pas habitués à négocier une sortie quand sortie il doit y avoir lieu. Tout à fait. C'est l'objet de ce type de contrat, c'est d'arriver avec quelque chose de tout fait pour que les agriculteurs qui dirigent les coopératives ne soient pas trop désemparés. Et donc, Benjamin, moi j'ai compris donc, que les membres des conseils d'administration et que les présidents n'étaient pas des opérationnels et n'étaient pas des managers nés. Comment se passe soit dans ton exemple, soit d'une manière plus générale, la relation entre tes pairs directeurs et leurs présidents et comment fonctionne ce binôme en termes d'entretien, en termes de fixation d'objectifs, en termes de fonctionnement? Alors, il y a déjà l'humain, c'est-à-dire que c'est la relation de confiance avant tout. Avant de parler de chiffres, avant de parler d'objectifs, les agriculteurs, je l'ai dit tout à l'heure, ils embauchent une personnalité. Que ce soit à la DG ou dans les gros scopes pour la partie responsable de pôle. Et donc, tout déjà commence sur la confiance. Vous allez me dire, bah, c'est normal. Non, il y a certaines entreprises où on embauche d'abord des savoir-faire et après la confiance vient. Dans le monde agricole, c'est d'abord la confiance. Parce que justement, en face de nous, on a des gens qui ne sont pas là pour être administrateurs. Ils sont là parce qu'ils sont agriculteurs et que leurs pairs leur ont dit qu'un agriculteur représente-nous dedans. Donc d'abord, c'est la confiance. Cette confiance, elle se construit sur le long terme. Et elle se construit et elle se cultive. Il y a une valeur que nous ne mettons pas assez, le monde coopératif, en exergue, c'est la transparence. Pour répondre à la question comment ça se passe avec, que ce soit moi ou mes confrères avec les présidents, généralement, ça se passe toujours très bien quand le binôme, il est transparent l'un avec l'autre. Transparent, ça veut aussi dire transparent quand on n'est pas d'accord. Pourquoi ? Bah pour discuter, pour échanger et pour bâtir. Généralement, quand les deux sont transparents l'un avec l'autre, quand il y a un point de désaccord, il se résout naturellement. Quand je dis il se résout naturellement, il y a toujours ce lien de subordination. Et sauf exception, le directeur, il est en mesure de comprendre les attentes de son président. Il est en mesure de comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre d'accord. Mais le directeur sera en mesure de dire « Ok, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, mais mon patron, c'est mon président mandaté par le conseil d'administration. Donc, parce que je comprends et parce qu'on est transparent, je vais être en mesure de mettre en œuvre leur volonté, leur décision, leur stratégie. » Et c'est ce que j'ai appelé la complémentarité. La complémentarité, c'est de pouvoir échanger en toute liberté, y compris sur des sujets complexes, voire très complexes, et de se dire la personne en face n'a pas forcément tous les attendus, je ne suis pas d'accord avec elle, mais parce qu'elle a pu exprimer son point de vue, je mettrai en œuvre son point de vue. On est vraiment sur de l'humain et sur de la répartition des tâches qui est fondamentale. Avec mon président, moi je peux le dire très clairement, il me fait une totale confiance sur la gestion et alors j'ai une deuxième fonction qui est la mise en marché des céréales, parce que mon profil fait que mon expérience, et on m'a embauché parce que j'étais reconnu pour ça. Et la contrepartie de ça, c'est que j'ai beaucoup d'idées et que systématiquement mes idées, avant même d'en parler à mes collaborateurs, j'en parle à mon président en disant « j'ai cette idée-là, est-ce que je la propose ?» Et lui va faire le filtre agriculteur. Et va dire « attends, ça c'est peut-être une vision d'opérationnel, ça passera pas avec les agriculteurs, on va plus loin, on va pas plus loin. »
pour ça qu'avec Julie, on parle de bicéphalité, de couple, de binôme. C'est une confiance et c'est surtout je dis toujours, un directeur, il doit connaître sa place. Oui, on est là pour diriger au quotidien. Oui, on a des responsabilités, en particulier juridiques, vis-à-vis de la partie ressources humaines, etc. Mais à partir du moment où un directeur oublie sa place, généralement, le binôme dysfonctionne. Il peut y avoir des binômes qui dysfonctionnent avec un directeur qui va prendre le dessus sur un président. Ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Généralement, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, pourquoi? Parce que c'est le conseil d'administration qui reprend la main. Et à un moment donné, c'est soit le président qui s'en va, soit le directeur qui s'en va. Généralement, c'est le directeur qui s'en va. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas. Écoute, merci. Oui, c'est intéressant et tu réponds à la question. Je crois qu'il y a d'autres questions, Laurent, dans le chat et parmi nos... Oui, alors une question dans le chat sur un autre sujet, peut-être pour finir sur ce sujet-là de la relation, on va dire, élu et directeur général, pour toi, Benjamin. Comment sont gérés ou comment se gèrent les objectifs du directeur par les membres du conseil d'administration? Donc, tu as parlé du rôle et du binôme, directeur général, direction et président. Comment se passe la relation avec les élus du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a une interférence ou est-ce qu'il y a un besoin d'alignement? Alors, il y a deux choses. Il faut bien voir que quand on parle de coopération agricole, on parle d'entreprises qui font aussi bien 2 millions d'euros que 2 milliards de chiffre d'affaires. Quand on est dans les toutes petites structures, les administrateurs fixent les objectifs de l'entreprise, qui sont souvent des objectifs extrêmement, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais extrêmement opérationnels. Et là, le directeur, il n'est que le chef d'orchestre. Donc, il est jugé sur le fait que le conseil d'administration va dire il faut vendre à ce prix-là tel tonnage. C'est fait, c'est pas fait. C'est relativement simple à suivre et à décider. Bon. Plus on monte dans les complexités d'organisation, moins le conseil d'administration, en termes d'individus, va s'impliquer dans la relation président-directeur. Et plus il va y avoir une délégation du conseil, soit directement au président, soit auprès de un à plusieurs élus, pour avoir une relation privilégiée et pouvoir aborder un certain nombre de thématiques avec le directeur en direct. Donc, en fait, c'est la complexité qui va faire que le conseil d'administration va être de moins en moins opérationnel et de plus en plus stratégique. Dans les petites structures, généralement, alors on parle, là, je ne veux pas être trop négatif, mais quand ça se passe bien, ça veut dire que les objectifs opérationnels sont atteints. Dans les grosses structures, quand ça se passe bien, c'est qu'il y a développement de l'entreprise. Développement veut dire acquisition, développement territorial, consolidation des fonds propres, etc. On est dans des enjeux beaucoup plus financiers. Pourquoi? Parce que dans les grosses structures, il y a des directeurs opérationnels qui, eux, doivent aussi cultiver, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le lien avec les élus et qui vont être beaucoup plus dans le résultat. Moi, quand j'étais directeur du pôle céréales de MC2 en Lorraine, c'est moi qui rendais compte de la performance de l'activité céréale au conseil. Les administrateurs me jugeaient moi sur cette partie-là. Ils jugeaient mon directeur général sur la capacité de mon directeur général à ce que l'activité céréale, l'activité bétail, l'activité appro fonctionne bien. Ils jugeaient mon directeur général sur la capacité qu'il avait à chaque fois qu'on faisait une fusion avec une autre coopérative, structurer les organisations, stabiliser les fonds propres, avoir de bonnes relations avec les banques. La partie opérationnelle, c'était moi. Aujourd'hui, dans une structure beaucoup plus petite, puisque grosso modo, je suis passé de 500 millions d'euros, enfin de directeur de pôle d'une COP à 500 millions d'euros à directeur général d'une COP à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, je suis jugé sur mon REX, ma CAF, mes fonds propres. Voilà. On a ces enjeux-là qui sont différents suivant les tailles et avec une distanciation au fur et à mesure
que l'on grossit et qu'on complexifie les structures. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Benjamin, il faut aussi bien comprendre que la coopération agricole, elle est diverse. C'est-à-dire qu'il y a des coopératives agricoles où les métiers vont de la collecte jusqu'à la transformation et la commercialisation des produits. Je pense à des coopératives viticoles où il faut collecter le raisin, le transformer et le vendre sur les marchés, internationaux. Et ça, les membres des conseils d'administration ne sont pas forcément très au courant de la mécanique et de transformation et de commercialisation de ces produits-là. Et il y a des coopératives agricoles où le schéma est très proche du métier de l'agriculteur et où les administrateurs sont beaucoup plus, comprennent beaucoup plus le fonctionnement de leur entreprise qu'est la coopérative. Et après, comme l'a dit Benjamin, il y a des entreprises qui sont petites et des entreprises qui sont très grosses. Je vais illustrer ton propos simplement sur les investissements. Ça peut paraître dérisoire, mais pourquoi nous parle-t-il d'investissement ? Tout à l'heure, on a parlé de délégation. Dans les toutes petites structures, généralement, le DG n'a même pas la délégation de signer un investissement au-delà de 5-6 000 euros. C'est-à-dire que même une voiture, il ne peut pas l'acheter. Il peut faire les devis, mais dans les toutes petites structures, ça va être soit le président qui a la délégation jusqu'à un certain montant, soit, dans les très petites, c'est même le conseil qui valide tout. Dans les plus grosses structures, vous avez dans les délégations un certain nombre, et vous avez des échelles, le directeur a le droit jusqu'à tel niveau, le président peut consolider avec double signature, etc. On est vraiment sur de l'échelle variable. J'ai même connu au début de ma carrière, et ça c'était assez drôle, tu l'as connu Julie, Lorca, où à une époque de sa vie, une structure extrêmement bien gérée, à une époque de sa vie, pendant 2 ans, le directeur n'avait même pas les moyens, alors que c'était une entreprise à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 200 salariés, n'avait plus la délégation au-delà de 5 000 euros. Ce n'était pas de sa faute, hein, ça a duré 2-3 ans, et c'est revenu derrière. Pour vous montrer vraiment que c'est vraiment une culture d'entreprise et un lien de confiance entre les élus et les salariés. Merci Benjamin sur ce sujet. Sandrine nous pose et vous pose aussi une question d'un tout autre ordre. Combien est-ce que vous évaluez de femmes directrices occupant des postes de direction générale dans des coopératives et question, on va dire, en symétrie, combien de présidentes existe-t-il en France de coopératives agricoles et est-ce que vous sentez que c'est un mouvement qui, dans la coopération agricole et agroalimentaire, suit la même dynamique que dans le milieu économique, on va dire, plus capitalistique? Alors, parce que je n'ai pas les chiffres. Moi, je n'ai pas beaucoup de chiffres non plus. Hein. J'ai que les chiffres de mes adhérents, donc ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les cadres dirigeants de la coopération agricole qui sont adhérents à DIRCA, il y avait en 2020 9% de femmes et il y en a 11% en 11 ou 12, je crois, sur 2021. Voilà, donc on est en progression. Il y a quelques directrices de coopératives agricoles, mais je n'ai pas les chiffres, je n'ai malheureusement même pas la possibilité et on la cherche auprès de la coopération agricole, d'avoir le listing de toutes les coopératives, donc j'ai du mal à répondre à ça. Des présidentes, je sais qu'il y en a l'une ou l'autre. Benjamin, toi, tu as peut-être des infos là-dessus. Sur les directrices, il y en a, mais oui, c'est peu. Alors peu parce qu'on est peut-être non, on n'est absolument pas macho, parce que je vais vous dire qu'on cherche après, hein, c'est pas un sujet. Mais je pense qu'on n'est pas forcément attirant la coopération, enfin les coopératives agricoles, de par nos métiers qui sont quand même, que ce soit céréales, que ce soit viticulture, etc. Des métiers qui sont, quand on veut monter les échelons dans une coopérative, il faut commencer souvent par le bas avec des métiers qui sont parfois ingrats. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, les 2-3 directrices
que je connais sont brillantissimes et généralement sont rentrés directement par le haut. C'est-à-dire, voilà, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus lent au niveau des directrices. Au niveau des conseils d'administration, c'est un vrai sujet parce que le métier d'agriculteur se féminise, mais on a clairement un mal de chien à convaincre les agricultrices de demander le mandat d'administratrice à leurs collègues. Elles s'auto-freinent. Et c'est vrai que pour devenir président, voilà, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, il faut d'abord être au conseil d'administration. Et pour être au conseil, il faut avoir le courage d'aller en assemblée générale et de demander à ses pairs, je veux être élue administratrice. Alors, généralement, celles qui le demandent, qui ont le courage de le faire, je vais vous le dire tout de suite, elles sont élues tout de suite, pas parce qu'il nous en manque, mais parce que généralement, c'est des très beaux profils. Et on en cherche, là, nous, on vient d'en faire rentrer une, mais il a fallu la pousser alors qu'elle a un profil, et voilà, elle a du caractère, elle dit ce qu'elle pense, elle fait avancer les choses, elle fait avancer son exploitation agricole par rapport au modèle de ses parents, donc elle va nous apporter beaucoup, mais on a beaucoup, beaucoup de mal. Alors, j'ai vu une question qui était, avec plus de 60% de femmes dans les écoles d'agro, ça doit monter. Et de la même façon, Benjamin, c'est Fabienne Loher qui disait que d'après le dernier recensement agricole, 25% des agriculteurs sont des agricultrices. Voilà. Et on les retrouve pas dans les volontaires pour monter, très clairement. Si je vous partageais la photo de mon assemblée générale de cette année, où on prend simplement la photo des agriculteurs qui sont dans la salle, je devais avoir 80 présents, je suis pas sûr que j'avais 5 femmes. Et pourtant, on a des agricultrices. Et on en a de plus en plus, comme tout le monde. Voilà. La prise de responsabilité, peut-être les freins. Beaucoup de psychologues disent que les femmes souvent se freinent. Bon, nous, on a la chance au niveau de DIRCA d'avoir Julie qui ne se freine pas du tout. Donc, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Mais moi, je peux témoigner qu'il y a des femmes présidentes de coopératives. Quand j'ai été directeur de coopérative, j'avais une femme présidente à l'époque et de plus en plus, et que les conseils se féminisent plus. Il faut savoir que la plus importante COP viticole par le chiffre d'affaires, qui est aujourd'hui Terre de Vigneron, qui rassemble 2 coopératives champenoises aujourd'hui, est présidée par une femme. Alors, il y a une question intéressante que, en plus, Thomas, tu l'avais évoqué quand on l'a préparé, c'est les présidents n'étant pas des gestionnaires, comment recrutent-ils leurs DG ? On va être très clair. Quand vous êtes dans des grands groupes, vous êtes appelé en chasse directe la plupart du temps, parce que la coopération, mine de rien, on a des statuts particuliers, des coopératives. Et donc, généralement, c'est un petit monde. Et donc là, vous êtes souvent en chasse directe avec des cabinets qui ont souvent des noms anglais. Dans les coopératives plus modestes, il y a 1 ou 2 cabinets spécialisés dans les coopératives agricoles qui sont bien implantés. Maintenant, très clairement, plus vous êtes dans les grosses COP, plus votre recrutement est costaud. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir mon conseil d'administration qui avait décidé, même si on est une COP intermédiaire, de faire un recrutement haut de gamme. Vous passez dans des fourches codines de tests où vous passez une journée à faire des tests. On vous évalue sur vos capacités intellectuelles par rapport à la totalité de la population française. On calcule votre QI, etc. Vous sortez de là, vous êtes rincé. Mais une fois que vous avez franchi cette étape-là purement intellectuelle auprès du cabinet, la deuxième étape, c'est « Monsieur, vous avez l'air compétent. Maintenant, définissez-nous un projet stratégique et proposez-nous quelque chose. » Et un recrutement de DG, souvent, la deuxième étape, c'est ça. Être en mesure de proposer d'abord un projet stratégique en 2-3 phases. Et ensuite, on va vous dire, c'est bien, vous avez franchi cette étape-là. Ben maintenant, vous allez passer une journée, 2 fois une demi-journée, 2 fois une journée avec le président. Et là, on va voir si les personnalités matchent. Vous voyez, c'est une étape qui se fait d'abord les compétences, le classique, l'évaluation, généralement, elle est costaud. D'ailleurs, il faut vous inquiéter, c'est que si elle n'est pas costaud, c'est qu'il y a probablement un loup. Et après, il y a cette étape finale qui est fondamentale, c'est de passer du temps avec son président. Très clair. Parce que c'est là où lui va vous jauger
sur la personnalité, et vous allez le jauger. Ça va dans les deux sens. Si à la fin de la journée, lui a un doute ou vous avez un doute, généralement, il vaut mieux s'arrêter tout de suite parce que, voilà, comme le dit Julie, par contre, si vous sentez que vous êtes différent, mais que vous êtes complémentaires, généralement, vous recevrez, vous, un coup de fil dans les 24 heures qui vous disent « c'est bon, on y va ». Parce que, voilà, on est dans de l'humain qui valide le processus de recrutement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Arthur Lassalle. Moi, je vais répondre à celle de Jean-Marc. Pardon, je l'ai lu, alors du coup. Bonjour Jean-Marc d'ailleurs, parce qu'on est de la même pro. En fait, on joue un rôle tout à fait indirect. Comme on est un réseau, il arrive, c'est même assez fréquent, déjà qu'on nous demande de diffuser des offres. Et ça, on le fait volontiers. Et puis, et aussi que, en fait, on me demande de transmettre parfois, pour des cabinets de chasse qui ont un peu de mal, de transmettre des noms de personnes selon le profil ou la région, ou, enfin voilà, qui pourraient être en train de chercher, sachant que moi je ne connais que les personnes qui sont en transition ou qui m'ont dit qu'ils avaient, comme on dit, le nez à la fenêtre. Mais enfin, je ne sais pas toujours qui a envie de bouger, ou etc. Donc, voilà, on n'a pas un rôle direct et massif, mais on peut répondre à des questions qui nous sont posées ou suggérer quelqu'un à un cabinet en particulier. Quand il y a quelqu'un qui me dit « tiens, ce poste-là m'intéresse », il m'arrive de passer des coups de fil, mais c'est assez délicat et c'est des choses qu'il ne faut pas faire toutes les 5 minutes, sinon ça n'a plus de sens. Pour compléter la question sur le recrutement, est-ce que les cabinets qui recrutent pour la coopération connaissent bien l'APN ou pas? Et si oui, ou quels seraient les cabinets qui connaissent particulièrement bien l'APN? Alors, les cabinets qui connaissent, oui, les cabinets qui ont l'habitude de travailler avec la coopération connaissent l'APN. Il y en a 2, 3 qui connaissent très bien l'APN, qui ont parfois des questions techniques assez pointues, tellement ils le connaissent bien. En revanche, la plupart des cabinets plus standards qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec la coopération ne les connaissent pas. Et d'ailleurs, ont du mal à le trouver parce que c'est un document privé. Et en général, ils arrivent chez nous pour le connaître. Mais c'est pas une problématique parce qu'en fait, moi, mon recruteur, je vais parler de mon cas, le cabinet connaissait pas l'APN. Ils avaient pris un cabinet extérieur au monde agricole pour avoir, parce qu'ils l'avaient choisi pour la partie sélection, test, etc. Mais quand vous arrivez dans la négo et que vous dites à votre président, au fait, je veux être APN, le statut des cadres dirigeants, votre président, qu'est-ce qu'il fait? Quelle que soit la taille de l'entreprise, il appelle Coop de France en face, et Coop de France dit oui, il n'y a pas de problème, le statut, on le connaît, le voilà. Et après, c'est un échange naturel, en fait. C'est pas un inconvénient que les cabinets ne connaissent pas ce contrat-là. Les présidents savent trouver l'information. Et pour compléter ce que tu dis, Benjamin, dans les coopératives de taille plus importante ou les groupes coopératifs, très souvent, le ou la DRH connaissent l'APN et l'incluent d'emblée dans le contrat du cadre dirigeant. C'est comme ça, moi, que j'ai connu l'APN et que j'ai contacté DIRCA pour savoir de quoi il retournait entre les lignes, en fait, par exemple. Merci de vos réponses. D'autres questions nous arrivent au fur et à mesure, peut-être plus sur, on va dire, l'opérationnel. Voilà, merci Thomas. Oui. Laurent, juste pour finir sur le sujet du recrutement, Julie, pour les agros qui s'intéressent à la coopération agricole et qui voudraient y travailler, quels sont les quelques cabinets spécialisés que tu connais qui interviennent régulièrement sur des postes, sans que ce soit une publicité particulière pour ces cabinets-là? On sait que DIRCA n'a pas de lien là-dessus, mais sur quel cabinet serait faire référencer pour ceux qui seraient intéressés par bosser dans la coopération agricole demain? Alors, il y a MG Consultant qui travaille beaucoup avec la coopération, mais on va plutôt dire des structures de taille moyenne.
Voilà, donc ils travaillent sur tout type de poste, hein, pas uniquement les cadres dirigeants, et d'ailleurs ils sont même beaucoup plus habitués à travailler avec des postes de cadres intermédiaires. Et puis il y a le cabinet Keyman, en anglais l'homme clé, pour si jamais vous voulez faire une recherche, qui est un petit peu plus, bon, c'est un cabinet plus généraliste que MG, mais qui en revanche a tout un pôle qui travaille vraiment sur l'agriculture et l'agroalimentaire, et qui travaille avec des structures de belle taille déjà, hein, des COP pas les monstres qu'on connaît style Agrial, encore qu'ils aimeraient bien y rentrer, mais ils travaillent déjà avec des Terrena, des Noriap, des Advitam, enfin des structures de belle taille. Voilà. Donc, selon, ils se partagent un peu le marché selon la taille des structures. Et ensuite, pour compléter ce que tu dis, Julie, comme le disait Benjamin, des gros groupes de recrutement avec des noms anglais ou américains travaillent également pour des recrutements de DG de gros scopes. Egon Zender, Cydric, Estrugel, etc., interviennent également dans le monde coopératif pour des postes de DG. Mais là, c'est sur des très grosses structures. Hein. Si on quitte maintenant peut-être le recrutement et le binôme DG-président, quelques questions plus autour du côté opérationnel du DG et toujours de ce binôme. Il y avait une question d'Arthur Lassalle sur le fait de faire appel à des cabinets conseils ou de consulting de la part de DG ou de cadres dirigeants et ou de la DIRCA, donc conseil en organisation juridique, finance, etc. Est-ce que ce sont des pratiques que l'on retrouve dans le monde coopératif agricole et agroalimentaire ? Alors tout le temps. Tout le temps, parce que suivant les organisations, et là, ce n'est pas une question de taille, on est un petit monde. Et en fait, on a un petit monde, on a toujours la trouille, nous les DG, et puis dans les plus gros scopes, les directeurs de pôle, etc. On a toujours la trouille de se dire on se trompe. Parce que comme on est un petit monde, on a toujours on a globalement la peur d'être auto-centré sur nous-mêmes. Alors qu'en fait, on a exactement les mêmes problématiques que n'importe quel secteur d'activité et que n'importe quelle entreprise, même si on est une coopérative agricole. Et donc, en fait, on est en permanence en train de se dire où est-ce que je peux trouver l'information. C'est d'ailleurs pour ça que Julie l'a dit tout à l'heure, c'est Julie qui a développé le réseau des 60 référents. Alors, ça commence petit à petit à se déployer, à se connaître, mais en fait, si on a fait le réseau des 60 référents au sein de DIRCA, c'est pour pas être obligé d'aller payer à l'extérieur, alors qu'on sait tous qu'on a systématiquement besoin au moins d'un avis sur des problématiques différentes. Donc, quand on sait qu'on a dans le réseau quelqu'un de compétent, on l'appelle. Mais moi, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai un avocat conseil en social, etc., etc. On a tous, parce qu'on est tous multitâches, comme dans le film, hein, et donc, on a, comme n'importe quel DG, comme n'importe quel cadre de dirigeant, on a besoin de conseils extérieurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Personne n'a l'alpha et l'oméga. Julie avait utilisé l'expression qu'on utilise tous, c'est la solitude du dirigeant. On a beau dépendre du président, c'est quand même à nous de proposer au président. Donc, en fait, on doit anticiper leurs demandes et les modèles qui permettent de répondre à leurs questions souvent qu'ils n'ont pas encore posées. Et donc, on est en veille permanente. Et la veille, elle nécessite de ne pas avoir peur de dire j'appelle quelqu'un pour... j'appelle un ami pour avoir son avis. Et typiquement, pour compléter ce que tu dis, Benjamin, des groupes comme McKinsey, Bain ou Kea Partners interviennent également sur des éléments de stratégie, d'organisation, de réorganisation dans le domaine de la coopération agricole et agroalimentaire. Je crois qu'on avait une autre question également liée un peu au fonctionnement et au moteur de la COP. Qui était autour du lien de proximité maintenu
par les grandes structures. Donc, on a beaucoup parlé, Benjamin, tu as bien mis en évidence, enfin pas bien mis en évidence, mais montré le fait qu'une petite coop ne fonctionne pas de la même façon qu'un grand groupe coopératif. Finalement, est-ce que les grandes structures arrivent toujours à rester connectées avec leur territoire, avec leurs agriculteurs et arrivent à maintenir ce lien? Et je dis toujours à cette question-là, parce que les agriculteurs ont exactement la même question en tête, le lien agriculteur-coopérative ne dépend pas de la taille de l'entreprise. Elle dépend de la capacité du directeur à conserver le lien créé dans la durée entre les agriculteurs et leurs coopératives. Je prends toujours mon exemple, mais qui n'est pas une exception. Quand je suis arrivé il y a 4 ans à la direction générale d'Agropitivier, j'ai toujours dit que j'avais plus de liens dans mon passé, quand j'étais chez EMC2, une boutique à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais plus de liens avec mes agriculteurs que mon prédécesseur chez Agropitivier qui gérait 50 millions d'euros. Tout simplement parce qu'on est dans de l'humain et que lui avait décidé de ne pas en avoir. Alors que lorsque j'étais chez EMC2, quand je gérais le pôle céréales, c'est-à-dire 4 départements, j'avais les agriculteurs tous les jours au téléphone parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient me poser des questions, même les plus indiscrètes, et que quand je n'avais pas envie de répondre, je ne répondais pas, et qu'il y avait un échange possible. La question, c'est vraiment la personnalité. Pour vous dire, aujourd'hui, on prend toujours les directeurs de coop, quelle que soit la taille, une coopérative en exemple, parce que c'est à la fois une très belle réussite industrielle, une très belle réussite en termes de diversification, qui a triplé ou quadruplé sa taille en quelques années, et qui a maintenu le lien fondamental avec ses agriculteurs, ça s'appelle Agrial. Allez sur le site Agrial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fleuron industriel. On est dans l'une des plus grosses coopératives de France. Discuter avec les agriculteurs adhérents de la coopérative Agrial, je n'en ai jamais entendu critiquer leur coopérative. On peut ne pas être d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord avec la décision d'acquisition, etc., etc. Ils ont réussi à maintenir ce lien. On a eu un avantage, et c'est pour ça que c'est au directeur de mettre en œuvre, c'est qu'on a l'avantage dans les statuts des coopératives d'avoir ce qu'on appelle la section, qui est alors quelque chose de particulier, qui permet de mettre un étage entre les agriculteurs et le conseil d'administration. Alors, vous allez me dire un étage. Mais non, mais en fait, l'étage permet de bâtir des constructions intermédiaires qui permettent d'éviter de déshumaniser l'organisation générale. Alors, il ne faut pas qu'il y ait, si vous faites 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, il ne faut pas qu'il y ait 2 sections. Mais si vous avez 10, 15 sections, vous allez animer cette section. Et une section, ça regroupe des agriculteurs et des collaborateurs. Et là, vous allez maintenir ce lien et vous allez remonter les informations. Ça ne veut pas dire que la section, elle a du pouvoir. Ce sont des organisations internes informelles. Mais ça veut dire que vous allez maintenir ce lien. Et là, c'est lié à la volonté politique du dirigeant qu'est le directeur de dire au conseil, pour maintenir le lien dont nous avons besoin, je vais modifier l'organisation interne. Je vais vous proposer une organisation juridique qui va permettre à tout agriculteur de conserver ce lien, pas forcément avec le DG, parce que c'est vrai que plus on est gros, moins l'agriculteur peut toucher directement le DG. Mais l'agriculteur, il peut toucher un collaborateur qui, lui, sera en charge de l'animation. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement du Crédit Agricole, vous avez tous des caisses régionales. Les caisses régionales sont très grosses. Il n'empêche que si vous êtes client et propriétaire et actionnaire d'une caisse de Crédit Agricole, vous avez dans toutes les caisses ce qu'ils appellent des correspondants mutualistes. Des gens dont le métier, c'est de faire le lien avec l'adhérent du Crédit Agricole. Juste avant, à 18h15, j'avais mon correspondant mutualiste de ma caisse régionale qui m'a appelé pour faire du relationnel. Donc, ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une question d'organisation. Merci Benjamin. Vous voyez affiché sur l'écran un témoignage partagé par Gwenaël sur un coopérateur Agrial qui reconnaît et qui met en avant
le lien conservé justement avec le territoire et avec les spécificités de chacune des filières, puisque Agrial est constitué d'au moins 4-5 filières métiers différentes qu'il a réussi à maintenir en totale cohérence et synergie. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Hein. Pour le moment, ça va, Benjamin. Tu n'as plus que... Ouais, le temps est passé, donc c'est bon. Une autre question, peut-être une dernière question de Catherine, du fait des potentielles ruptures du tandem président et DG. Est-ce qu'il peut y avoir recours à du management de transition, ou est-ce que la direction intérimaire est plutôt assurée soit par le conseil d'administration, moi je dirais, ou un autre membre ou un autre cadre dirigeant du COMEX? Tout existe. Mais c'est vrai que le management de transition est assez utilisé, effectivement, du fait des ruptures assez brutales des contrats des DG. Et il se trouve que dans le réseau, les personnes qui ont une bonne expérience de direction sont finalement assez sollicité pour faire ces missions-là. Donc, oui, je dirais que le management de transition, pour 6 mois, 1 an, en attendant qu'on recrute quelqu'un, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal et qui est assez répandu. Et qui se développe, parce que historiquement, on était en management de transition interne et ça se développe en externe. En externe, c'est tout à fait. Tu as entièrement raison, ouais. Pour compléter, on voit aussi des structures coopératives où les présidents décident de ne plus avoir de directeur et donc assurent la direction générale. Julie, ça te fait sourire, donc c'est pour ça que c'est moi qui le dis et pas toi, mais voilà, ça existe aussi, et même dans des très très grosses structures. Oui, c'est une tendance là. Ouais. Une tendance qui est en train de s'installer. Oui, dans des structures de taille assez importante, avec le conseil d'administration qui prend en direct le CODIR. Bon, pour l'instant, on va dire c'est une phase de test. On verra bien ce que ça donne sur la durée. Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. S'il y a des salariés membres de CODIR ou membres de ce type de coopérative qui veulent intervenir dans l'assistance, on est preneur des témoignages. Voilà. Il est 20h05, nous avions prévu de terminer à 20h. On laisse peut-être la place à une dernière question si quelqu'un dans le public veut poser une question via le chat. Ok, je vois que les participants s'en vont petit à petit. Je pense que c'est le juste respect de l'horaire. Charles, tu n'auras pas la réponse, ce sera du off. Donc, je te laisse la parole peut-être, Thomas, pour conclure. En tout cas, juste sachez que la présentation sera postée sur la bibliothèque documentaire des agrodirigeants sur le site web d'Uniagro pour que vous puissiez y avoir accès. N'hésitez pas à prendre contact avec chacun des intervenants. Julie, Benjamin, vous avez les coordonnées sur l'agenda Uniagro également. Et Thomas, je te passe la parole. Une dernière question de Jean-Marc pour Benjamin, des encouragements à travailler dans le monde coopératif. Benjamin, tu peux peut-être rapidement répondre à cette question. Alors moi, je suis né dans le monde coopératif. Mon grand-père était président de COP. Mon oncle était président de COP. J'ai fait mes stages en école d'ingénieur en coopérative. Et mon premier emploi était en coopérative, avec des gens qui m'ont toujours fait confiance. Et c'est vrai que voilà. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Pour pouvoir durer en coopérative, il faut le vivre avec ses tripes. Parce que sinon, on peut être très vite déphasé. Et c'est vrai que, très clairement, il y a une technique qu'on apprend tous en coopérative agricole. Hein. C'est que quand il y a un problème avec un agriculteur, c'est une technique, on parle de machine agricole. On change de sujet. Je vois que ça fait sourire Yannick. Et on arrive sur ce qui détend l'atmosphère. Donc, vous voyez, il faut avoir une culture un petit peu agricole
Parce que, et généralement, d'un sujet qui peut être tendu, on en arrive à sourire et à boire une bière à la fin. Voilà. Il faut vivre le monde agricole tel qu'il est, sans se prendre au sérieux. Je dis toujours être sérieux sans se prendre au sérieux. Et le monde agricole, il est comme ça. Je souris, Benjamin, parce que c'est un moyen que j'ai utilisé moi aussi quand j'étais patron de l'innovation chez Axéréal et pour détendre l'atmosphère avec certains administrateurs, je racontais mes moissons quand j'avais 10 ans dans la charrette de mes grands-parents et voilà, et ça permettait de passer sur un autre sujet. Alors, on a tous les mêmes techniques. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint cette table ronde. Merci beaucoup Benjamin et Julie pour vos témoignages. Merci au bureau d'agro-dirigeants qui nous ont aidés à monter cette table ronde. Et un grand merci à Nicolas Viard qui est à la régie, que vous n'avez pas vu, mais qui fait tout ce travail pour que vous puissiez profiter de cette vision en direct et que vous puissiez la réécouter plus tard en vous connectant sur la page YouTube d'Uniagro. Voilà. Et ben on vous dit à très bientôt pour une prochaine table ronde agro-dirigeants ou un prochain débat qu'on espère en présentiel la prochaine fois dans des conditions sanitaires plus favorables. Merci de nous avoir invités. Bonne soirée. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.